Le ministre des Affaires étrangères était face à la presse cet après-midi. Principaux sujets évoqués, la résolution 2100 des Nations Unies autorisant le déploiement de la MINUSMA et la condamnation des groupes armés qui se forment à tout bout de champ dans le nord du pays. Le transit routier inter-État sur le corridor Bamako-Dakar a été lancé ce jour au Sénégal par le Premier ministre sénégalais. Cette convention de la CEDEAO vise à faciliter la circulation des marchandises dans l'espace communautaire. Elle a été lancée en présence de 4 de nos ministres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Mercredi 8 mai, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du professeur Diankouna Traoré, président de la République par intérim. Après l'examen de l'ordre du jour, le Conseil a adopté un projet de texte et procédé à des nominations. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndé Sissoko. Le contenu du Conseil des ministres de ce jour, c'est avec vous. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali, la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali a été adoptée pour créer un environnement juridique favorable à l'accroissement des investissements nationaux et étrangers. Elle visait également à améliorer le cadre légal et réglementaire du travail en assouplissant notamment les procédures de conclusion du contrat de travail, de mise en chômage technique et de licenciement économique. Pour assurer dans ce contexte une meilleure protection des droits fondamentaux des travailleurs, l'État, en ratifiant les principales conventions de l'Organisation internationale du travail, OIT, s'est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour traduire leur contenu dans la législation et dans la pratique nationale. Malgré tous les efforts entrepris, les insuffisances ont été constatées dans la persistance des rigidités dans les procédures de licenciement individuel et de règlement des conflits collectifs du travail et dans l'absence de dispositions réglementaires, les modalités d'exercice du droit de grève dans le secteur privé. En outre, certaines dispositions se sont révélées soit imprécises et difficiles à appliquer, soit inadaptées au contexte institutionnel. Il s'agit notamment des dispositions relatives aux modalités de jouissance du droit à la formation et aux critères de représentativité syndicale. Enfin, des écarts importants du travail, entre autres de l'âge d'admission à l'emploi fixé à 14 ans, de l'impossibilité pour les enfants mineurs d'adhérer au syndicat de leur choix et de la non-conformité des dispositions. Pour prendre en charge ces insuffisances et adapter le Code du travail au contexte institutionnel et économique, le ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions du travail. Les modifications visent par ailleurs à mettre en conformité notre législation nationale avec les normes internationales auxquelles notre pays a souscrit par la ratification des conventions de l'OIT. Le projet de loi portant modification de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail en République du Mali introduit les innovations suivantes. La révision des conditions de l'indemnisation, la détermination des conditions d'exercice du droit de grève dans le conseil opérationnel en matière de représentativité syndicale pour la mise en conformité avec les normes internationales du travail. Il a introduit également la clarification à l'emploi à 15 ans conformément aux normes internationales du travail, l'institution du droit syndical en faveur du mineur âgé de plus de 15 ans. Au chapitre suivante, au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, recteur de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, M. Adama Diama, et l'Unité des sciences sociales et de gestion de Bamako, M. Samba Diallo, professeur, recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, M. Maki Samake, du ministère de l'équipement et des transports, directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur équipement, transport et communication, M. Moriba Magasuba, ingénieur de l'industrie et des mines, inspecteur
à l'inspection du ministère de l'Équipement et des Transports, M. Amadou Nodia, ingénieur des constructions civiles, M. Kisso Sidibé, ingénieur des constructions du ministère de la Santé, directeur de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, médecin-colonel Mamadou Sori Dambélé, au titre du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité, directeur national d'appareillage orthopédique du Mali, M. Youssouf Konaté, médecin. Au titre du ministère de la Culture, directeur de la cellule de planification et culture, M. Klessigé Abdoulaye Sanogo, administrateur des arts et de la culture. Directeur national de l'action culturelle, M. Bakary Ousmane Traoré, directeur du patrimoine culturel, M. Lassana Sissé, administrateur des arts et de la culture. Et c'était tout pour ce Conseil des ministres. Merci beaucoup, Ibrahima. Vous savez, le Premier ministre était à Djeddah. Sur le chemin du retour hier, il s'est arrêté. Sur place, Django Sissoko a rendu hommage aux victimes tchadiennes de la guerre au Mali. À N'Djamena, il s'est incliné sur les tombes des militaires morts au combat. Le chef du gouvernement a ensuite apporté le réconfort moral du peuple malien aux blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire de N'Djamena. Envoyés spéciaux, Youssouf Touré et Aboubakar Traoré. Juste après sa descente d'avion, le Premier ministre Django Sissoko a pris la direction de la ville, précisément le carré où reposent les militaires tchadiens morts dans les combats pour la reconquête du nord du Mali. Le détachement militaire ensuite se déplace de quelques pas pour s'incliner sur les tombes des soldats et officiers martyrs tchadiens. Je viens surtout apporter de la part du président Django Traoré, président du Mali et du peuple malien tout entier, un sentiment d'émotion, beaucoup d'émotion. C'est avec beaucoup d'émotion que le sacrifice que ces soldats ont consenti pour le peuple malien, pour le Tchad, pour l'Afrique, pour le monde entier, pour la liberté, est un sacrifice inoubliable. En tout, ils sont 37 parmi les braves combattants qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême en décidant d'aider le Mali à se défaire de l'étau des terroristes. Dans ce carré affecté pour être leur dernière demeure, outre les tombes mises en évidence par la couleur, un panneau géant dresse la liste des héros morts pour une cause noble. Ils sont aussi des héros, mais vivants, les blessés militaires tchadiens, une quarantaine dont une douzaine reçoivent des soins dans cet hôpital militaire de N'Djamena. Chacun a reçu un mot de réconfort du chef du gouvernement malien. Surtout qu'ils sachent que leur souffrance, la souffrance qu'ils endurent aujourd'hui, en ce moment, nous partageons entièrement cette souffrance. Nous la partageons au nom de la liberté, au nom de la lutte contre le terrorisme, et le terrorisme qui ne connaît pas de frontières. Donc, nous la partageons au nom du monde entier, du monde libre. Et je souhaite un très prompt rétablissement à ces blessés. Ensuite, Django Sissoko s'est rendu dans les bureaux de son homologue tchadien pour des échanges. Le chef du gouvernement du Tchad apprécie hautement le geste de reconnaissance du Mali à l'endroit du Tchad et de son armée. Mon frère, le ministre malien est parti, comme vous l'avez dit, se recueillir sur la tombe de nos martyrs. Il a aussi rendu visite, vous l'avez suivi, au Mali. Ce sont autant de signes que nous avons déjà enregistrés qui viennent donc compléter les différentes marques d'expression de reconnaissance que le peuple malien, à travers ses autorités les plus hautes, nous a témoigné à l'occasion de notre intervention dans ce pays. Les premiers ministres maliens et tchadiens ont terminé leur entretien avec le sentiment commun que le processus de libération du nord du Mali est très avancé, mais que la consolidation des acquis s'impose à tous les partenaires.
Retour sur le séjour à Jeddah du Premier ministre. Django Sissoko était au siège de la Banque islamique de développement. Ce soir, c'est l'occasion de revenir sur le contenu de la fructueuse coopération entre le Mali et la BID. La Banque islamique, créée il y a presque 40 ans, a financé, seule ou avec d'autres bailleurs de fonds, plusieurs projets structurants. Actuellement, plus d'une trentaine de projets financés par la BID sont en cours d'exécution et d'autres naîtront à la suite des échanges entre le Premier ministre et le président du groupe de la BID, Youssouf Touré, Aboubakar Traoré. Entre la Banque islamique de développement et le Mali, c'est une longue histoire de coopération financière empreinte du sceau de la solidarité islamique. La banque a été créée en 1975 avec 22 pays membres et 3,2 milliards de dollars de capital. En 2012, la BID pèse 48 milliards de dollars apportés par 56 États membres. Le Mali a adhéré à la Banque islamique de développement en 1978. Depuis, notre pays a reçu des investissements cumulés de 782 millions de dollars. La BID a participé au financement de la route Sévaré-Gao. C'est une route que tout le monde connaît. Et la BID a participé au financement du pont de Gao. Et la BID a participé surtout au financement du barrage de Manantali. Et beaucoup d'autres projets aussi ont été financés par la BID, seul ou conjointement avec d'autres bailleurs bilatéraux ou multilatéraux du Mali. Aujourd'hui, la Banque islamique détient au Mali un portefeuille de 32 projets, dont l'un des plus attendus est le barrage de Taoussa. La guerre répond très bien. La reprise des travaux en ce qui concerne le projet de Taoussa. Le Premier ministre a également parlé de l'importance de développer l'aéroport de Timbuktu. Donc tous ces projets-là, la banque va se concentrer sur tous ces projets-là et va leur donner l'importance qu'ils méritent. Pour le barrage de Taoussa, c'est acquis. C'est acquis. La BID attend le redémarrage des travaux relatifs à ce barrage, puisque les travaux ont été interrompus à la suite de la crise. Et nous espérons qu'ils vont reprendre très bientôt. Alors, en ce qui concerne les infrastructures routières, vous savez, la BID a construit quand même la route la plus longue du Mali. Sévaré-Gao, c'est à peu près 550 km. C'est engagé à poursuivre ses efforts dans ces régions du Nord, conformément évidemment aux priorités définies par le gouvernement du Mali. Au Mali, la BID intervient dans le secteur de l'agriculture pour 48%, tandis que 35% des financements vont dans les infrastructures. Pour l'essentiel, il s'agit de prêts concessionnels, c'est-à-dire à des taux d'intérêt et conditions de remboursement très avantageux. Restons à Jeddah. Entre l'institution financière islamique et notre pays, la confiance est totale. La BID répond positivement à l'essentiel des doléances présentées par le Mali. Parmi les plus récentes acceptées, la mobilisation des fonds en faveur de la relance économique au Mali et l'achèvement des travaux de l'aéroport de Bamako-Sénou. Pour en savoir plus, écoutons le vice-président chargé des opérations de la BID, Birama Sidibé. Comme le président l'a dit à la fin de la journée, toutes les demandes seront accueillies avec bienveillance. Pour quelles raisons? En raison de la situation particulière du Mali et aussi parce que la réponse que les autorités maliennes ont donnée à cette situation correspond à la vision de la BID en matière de retour à la paix, de retour à la cohésion sociale et de retour surtout vers le développement économique. Dans des situations comme celle-ci, il est logique d'attendre de la part du gouvernement la priorité donnée au secteur privé parce que vous savez, quand la situation économique au niveau de l'État, l'institutionnel est difficile, quand les problèmes fiscaux sont difficiles, le secteur privé est le recours naturel pour l'emploi, pour l'activité économique. Donc le Premier ministre a beaucoup insisté
sur le secteur privé. Il a beaucoup insisté sur l'agriculture, qui est vraiment la chaîne de valeur où nous avons un avantage comparatif définitif. Je crois que la sécurité alimentaire, le commerce, le rôle du secteur privé dans l'agriculture sont des rôles fondamentaux, des rôles structurants. On était particulièrement sensible à la demande des autorités maliennes de désenclavement du nord du Mali, de participer à l'effort global. Nous allons vraiment faire notre mieux pour contribuer au financement de tout cela. Le premier tronçon est déjà dans le barrage de Taoussa. Effectivement, à mobiliser les ressources à la fois internes pour la BID et aussi de nos pairs, les bailleurs de fonds de groupe de coordination, à l'occasion d'une réunion qu'on voudrait souhaiter organiser pour enfin désenclaver complètement le nord du Mali, pas par rapport à Bamako, mais par rapport au reste du monde. Il y a un autre projet sur lequel le Premier ministre a beaucoup parlé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, l'achèvement des travaux de l'aéroport de Bamako. Voilà, bon, ça aussi c'est une demande qui fait sens, puisque malheureusement c'est un très bel ouvrage qui a été interrompu en raison des événements. Il n'était pas très loin d'être fini. Il faut remercier le Millennium Challenge d'avoir fait quelque chose de très bien, et la piste est de standard vraiment international. Vous avez bien vu qu'elle peut accueillir les plus gros monstres aériens. Donc ce qui reste à faire, c'est vraiment terminer les travaux d'infrastructure et d'équipement de l'aérogare principal, et ce que avec la demande du Mali, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de compléter l'évaluation des travaux restants à faire, et nous espérons que plus tard, avant le Ramadan ou après le Ramadan, obtenir l'approbation du Conseil de l'Habitat. Et rappelons que le Premier ministre est rentré hier en début de soirée à Bamako. Le président de l'Assemblée nationale par intérim, Younouss Touré, a reçu en audience une délégation de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, conduite par Hugues Bailey. La libération des 3 régions du Nord, l'appui que les pays occidentaux membres de l'OTAN apporteront au Mali après la crise ont été largement soulignés. Compte rendu de Mahamadou Doumbia. Cette délégation de 3 parlementaires de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Younouss Touré. Au cours de cette audience, l'intervention des forces armées françaises et africaines a été largement évoquée, et les résultats issus de ces interventions militaires ont été bien appréciés par les parlementaires de l'OTAN. Nous avons réussi l'essentiel, la première partie de cette action, grâce à la mobilisation des forces africaines et naturellement des forces européennes. Nous avons pu éradiquer ce premier danger. Mais le grand enjeu de demain, c'est la stabilisation de la sécurité, notamment dans le Nord, et la consolidation de l'état de droit et la grande politique de développement. À l'instar des autres pays membres de notre alliance de l'OTAN, appuie l'intervention française au Mali. De même, je vais élaborer un rapport avec Madame Améline afin d'informer les différents parlementaires issus des États membres de l'OTAN sur la situation en cours ici au Mali. Après l'audience, la commission de défense de l'Assemblée nationale a aussi reçu la délégation des parlementaires de l'OTAN pour une séance de travail. Créé le 4 avril 1949, après la Seconde Guerre mondiale, par 5 pays européens au départ, qui sont la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, avec le Canada et les États-Unis d'Amérique, l'OTAN regroupe aujourd'hui 28 pays occidentaux. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, jeudi 9 mai et jour suivant, s'il y a lieu, à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur l'installation de la commission ad hoc d'examen des demandes de levée de l'immunité parlementaire, les délibérations sur des projets de loi intéressant la vie de la nation et sur des communications. Le président compte sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale était face à la presse cet après-midi pour faire le point des activités de son département. Il a été essentiellement question du contenu de la résolution 2100. Tchémon Hubert Koulibaly a évoqué aussi avec les journalistes l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. Il a saisi cette opportunité pour fustiger les multiples créations de groupuscules dans le nord du pays. Nous faisons le point avec Ibrahima Traoré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale retrouve la presse pour partager avec elle le contenu de la résolution 2100 récemment votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le document autorise le déploiement d'une force de stabilisation au Mali. Les 11 200 casques bleus sont attendus sur l'ensemble du territoire de Kaï à Kidal. La MINUSMA a un mandat robuste capable de réagir contre l'ennemi à tout moment, rassure Tchémon Hubert Koulibaly. C'est une force qui aide à la reconstruction, qui aide à la stabilisation, mais qui comprend une composante capable de réagir et de détruire si c'est nécessaire. Le chef de la diplomatie malienne a évoqué avec les journalistes le cas des multiples groupuscules qui se créent dans le nord du pays, notamment à Kidal. Il fait allusion au MIA, au MAA, au MNLA ou encore au Haut Conseil de l'Azawad. Tchémon Hubert Koulibaly précise que ce sont les mêmes bandits armés qui ne font que changer de casquette du jour au lendemain en fonction de l'évolution de la situation. Je voudrais simplement, si de là où ils sont, ils peuvent m'entendre, dire qu'il est temps d'arrêter tout ça. Il est temps que cette aventure s'arrête. Elle a déjà coûté au Mali. Elle a coûté à la communauté internationale. Il est temps que ça s'arrête. Nous sommes convaincus que le Mali ne mérite pas ça, que le Mali mérite autre chose, que les Maliens méritent autre chose. Et ceux de nos compatriotes qui se sont prêtés à cette aventure criminelle doivent savoir qu'il est plus que temps d'arrêter, de revenir dans la communauté internationale et de travailler pour le développement du Mali. De la tenue des élections, il en a été largement question. Le ministre Koulibaly rassure que le gouvernement travaille dur avec ses partenaires pour organiser des élections crédibles sur l'ensemble du territoire national. Des dispositions sont en cours pour favoriser aussi le vote des populations déplacées et réfugiées. Dans le même temps, les autorités de la transition œuvrent à la reconstruction du pays et au retour rapide de l'administration dans les zones libérées qui se stabilisent progressivement. Bref, toutes ces préoccupations seront sur la table de la réunion des Amis du Mali qui se retrouvent ce 15 mai à Bruxelles. Hors de nos frontières, le lancement officiel du transit routier inter-État sur le corridor Bamako-Dakar a eu lieu aujourd'hui à Dakar en présence du Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. C'était aussi en présence des ministres maliens de l'équipement et des transports, du commerce et de l'industrie et du ministre chargé du budget. Le point, c'est avec Souleymane Kantara Sissoko. Atmosphère de fête ce lundi à Dakar, avec le lancement du trio sur le corridor Dakar-Bamako. Il s'agit du transit routier inter-État des marchandises institué et adopté par la CEDEAO en 1982. Le trio présente des avantages. La mise en œuvre nous permettra d'améliorer les contraintes d'exploitation des entreprises ressortissantes de nos chambres consulaires en termes de gains de délai et de coûts d'exploitation. La fluidité des échanges commerciaux sera assurée désormais entre Bamako et Dakar. Au-delà de l'amélioration de la fluidité des échanges, l'application du document unique du trio sur l'axe Dakar-Bamako, comme vous le savez, permettra au Mali, un pays de l'Interland, de s'ouvrir davantage à l'extérieur et de réduire les délais de transport. La rationalisation des contrôles routiers et l'harmonisation des procédures de transit des marchandises qui en découlent seront très bénéfiques pour les opérateurs économiques et le climat des affaires dans nos États. En ce moment difficile, l'intégration économique est de rigueur pour accroître le volume de commerce intra-régional. Dans un contexte économique international difficile, marqué par un ralentissement de la croissance et une montée en puissance de l'insécurité au niveau des frontières, il est d'une impérieuse nécessité pour nos pays en voie de développement de donner corps à l'intégration économique sous-régionale. La cérémonie a pris fin par une démonstration d'une opération de transport sous trio. Les principaux documents exigés sont le macaron unique et le certificat d'agrément.
Après la cérémonie de lancement, les ministres maliens présents à Dakar pour la circonstance ont été reçus en audience par le Premier ministre sénégalais Abdoul Mbaye. Écoutons le chef de la délégation, le colonel Abdoulaye Koumaré, interrogé à sa sortie d'audience par la presse sénégalaise. Les salutations pour magnifier l'acte qu'on vient de lancer tout de suite, c'est-à-dire le transit routier inter-État. Qui est un document unique, qui est une recommandation, il faut le rappeler, de la CEDEAO depuis mai 82. Mais déjà, c'est de dire que cet acte nous permettra de fluidifier le commerce entre le Sénégal et le Mali. Vous savez que le corridor Dakar-Bamako est très important pour l'économie du Mali et aussi pour l'économie du Sénégal. Donc, à travers cet acte, il y aura une fluidité et il y aura aussi une sécurisation des recettes douanières et il y aura également un suivi électronique des marchandises à destination du Mali. Et notez aussi que le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales était lui aussi à Dakar, mais pour une toute autre activité. Bokar Moussa Diarra vient de présider à Dakar donc la session annuelle du Conseil des ministres de la Fondation Caranta. Cette organisation sous-régionale est chargée de l'appui aux politiques d'éducation non formelle et de promotion des langues nationales. L'admission de la République de Guinée comme 6e membre de la Fondation Caranta et la prorogation du mandat de l'équipe actuelle de l'administration générale jusqu'au 31 décembre 2013 sont quelques-unes des décisions de cette session du Conseil des ministres de la Fondation Caranta. Retour à Bamako. L'ambassadeur des Pays-Bas au Mali a été reçu cet après-midi en audience par le président de la commission Dialogue et Réconciliation, Martin Brouwer, a été venu échanger avec les responsables sur le mode de fonctionnement de l'institution et voir dans quel domaine son pays pourrait coopérer avec la commission. À sa sortie d'audience, Martin Brouwer s'est exprimé au micro de notre reporter Abdraman Maïga. Ça, c'était un premier entretien avec la commission, le président et les deux vice-présidents pour savoir mieux quel est le mandat, quelle est la sorte de travail, la modalité pour la commission. Aussi, de notre côté, d'expliquer un petit peu quel est notre programme, notre intérêt dans le domaine de réconciliation et aussi peut-être de chercher quelques avenues pour le futur de coopérer. Nous avons discuté sur le travail de commission et aussi la relation entre la procédure de réconciliation, le domaine de la justice, l'élément de dialoguer avec la communauté du Nord, où c'est quelque chose au niveau de Bamako. Et ce sont des échanges importants. Nous avons discuté aussi sur un potentiel rôle de femmes dans le processus de réconciliation. Donc je pense vraiment que ça c'était un échange ouvert. Il y aura un accompagnement dans le domaine de sécurité et l'état de droit pour les 2 ou 3 années à arriver. Nous sommes ouverts à ce moment pour comprendre mieux quels sont les besoins et qu'est-ce qu'on peut faire et quoi on peut faire pour cette commission et aussi de coopérer peut-être avec des autres partenaires. Le porte-parole de la MISMA a tenu ce matin le point de presse hebdomadaire de l'organisation ici à Bamako. L'information qu'on peut retenir est la présence de l'armée malienne et de la MISMA à Ber, une localité située à 60 km au nord de Tombouctou. Le porte-parole a également informé les hommes de médias de l'arrivée de la première vague du bataillon logistique. Cette troupe sera chargée d'approvisionner la force de la MISMA en termes de matériel logistique. Reportage de Moussa Fadi. Les forces de la MISMA et celles du Mali ont le contrôle des Ber. C'est la principale information donnée ce matin par le porte-parole de la MISMA. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse de la mission.
Les militaires de la MISMA contrôlent et sécurisent aujourd'hui la localité de Ber conjointement avec les forces armées maliennes. Le CAM est revenu à Ber. Ce que je peux vous dire dans ça, c'est que ceux qui étaient venus pour attaquer ou agresser la population, ceux-là se sont retirés de la ville. Il n'y a pas de trouble dans la ville de Ber. Voilà le rôle que joue la MISMA. Les journalistes se sont aussi intéressés à l'éternelle question de Kidal et relative au désarmement du MNLA. Kidal et du MNLA. Allons doucement, parce que ça va être réglé. Vous savez que ça va être réglé. Je ne peux pas prédire. La MISMA a pour mission de soutenir l'armée malienne dans la libération du pays. La presse a été informée de l'arrivée de la première vague du bataillon logistique. Cette troupe sera basée à Sévaré pour l'approvisionnement des forces de la MISMA en termes de matériel logistique. Et suite aux nombreuses contributions à l'effort de guerre, le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA intitulé « Appui aux forces armées » présente à la date du 3 mai 2013 un solde de 2 734 915 600 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget renouvelle sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. La réconciliation nationale et les élections ont été les sujets évoqués par le ministre des Affaires religieuses et du culte en visite à Tombouctou. Avec sa délégation, le docteur Yacouba Traoré s'est rendu sur les sites des mausolées détruits et a aussi visité les églises catholiques et protestantes de la ville. Reportage de Yé Atandina. Pour cette première visite à Tombouctou du ministre des Affaires religieuses et du culte, qui était venu apporter le message du gouvernement aux populations de la 6e région. Deux sujets ont marqué ces échanges avec les religieux, la réconciliation nationale et les élections. Transmettre le message du gouvernement a invité les leaders religieux, les notabilités et toute la population de Tombouctou à s'investir davantage dans les travaux de réconciliation, de dialogue et de réconciliation qui doivent commencer sous peu. Et saluer l'esprit de tolérance, l'esprit d'union nationale, de cohésion sociale qui a toujours régné à Tombouctou. Pour les religieux de Tombouctou, cette mission du département des affaires religieuses et des cultes est d'une importance capitale dans une ville de tolérance religieuse. Nous visons tous les mêmes objectifs, surtout dans le domaine de la tolérance religieuse, surtout dans le domaine aussi de la réconciliation des cœurs et des esprits, et également au niveau des élections, le comportement que les musulmans, que les jeunes, que la population doit adopter. Cela nous donne vraiment de l'espoir. Et comme je l'ai dit, comme d'autres l'ont dit avant moi, Tombouctou est une terre d'hospitalité, mais aussi vraiment de tolérance religieuse. Nous, en tant que leaders religieux, nous sommes venus ici pour apporter notre soutien au peuple, à la population de Tombouctou, à travers leurs leaders religieux, sur lesquels nous comptons beaucoup pour alors promouvoir la paix et consolider la paix, parce que même après cette situation qui ne saurait être une fatalité, nous sommes des gens qui avons de l'expérience. Ici, à Bamako, les leaders spirituels du Mali s'insurgent contre ce qu'ils appellent l'exception Kidal. Ils souhaitent une plus forte implication des religieux dans le processus de réconciliation. C'est au cours d'une conférence organisée à l'intention de la presse nationale et internationale qu'ils l'ont fait savoir, entre autres sujets. Le point avec Alousseni Touré. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est une association qui regroupe les érudits des grandes familles maraboutiques de notre pays. Il a été créé à la faveur de l'occupation de notre pays par les djihadistes et autres narcotrafiquants. À travers cette conférence de presse, le bureau a voulu partager avec la presse son analyse sur la situation politique du pays. Première organisation à s'être démarquée de l'esprit religieux qui aurait motivé l'agression de notre pays, le groupement des leaders spirituels du Mali avait condamné sans réserve la destruction des mausolées de Tombouctou et a entrepris d'expliquer la charia aux fidèles musulmans.
Aussi, le groupement n'entend pas être en marge dans le choix des futurs dirigeants, d'où un appel urgent aux électeurs à se mobiliser pour garantir la transparence des élections. Sans s'opposer au travail de la commission Dialogue et Réconciliation, le groupement des leaders spirituels du Mali y voit des insuffisances, notamment dans sa composition. La commission a été mise en place par les autorités. Le groupement, comme tout bon citoyen, se doit d'œuvrer à la paix et à la stabilité dans le pays. Le groupement des leaders spirituels du Mali dit ne pas comprendre l'exception de Kidal. Après avoir soutenu sans réserve l'intervention de la communauté internationale pour appuyer la libération du pays, le groupement des leaders spirituels dit s'opposer à toute initiative menant à refaire la carte du Mali. Parlons à présent agriculture. Le Centre national de recherche agronomique de Sotuba vient de doter le secteur de l'agriculture d'un nouveau système d'irrigation par aspersion. Le système a été expérimenté et a permis d'exploiter 10 hectares sur les 30 aménagés pour plus de 19 millions de francs CFA. De quoi s'agit-il exactement? La réponse dans le reportage de Agali Aguissa. Cette nouvelle technique d'irrigation par aspersion, une innovation du Centre régional de recherche agronomique de Sotiba, permet aux chercheurs de travailler en toute période en utilisant une technologie adaptée et performante. Le présent système d'irrigation utilise des conduites sous pression à partir d'un système de pompage débutant du fleuve Niger. Il est constitué d'un puits de 1,80 m de diamètre et de 4 mètres de profondeur, communiquant avec un puits d'exor de 3 mètres de diamètre et de 10 mètres de profondeur qui alimente un château d'eau de 50 mètres cubes. L'ensemble de ces outils permet ainsi d'asperger l'eau dans les parcelles d'expérimentation à travers des sprinters d'une portée de 18 à 20 mètres. Pour cette première année, 10 hectares répartis entre des parcelles de maïs, sorgho et autres cultures ont été exploités sur les 30 aménagés. La nouvelle production fournit du coup des semences améliorées selon le directeur général de l'Institut d'économie rurale au terme de la visite du périmètre. Le ministre qui avait auparavant coupé le ruban symbolique s'est dit fier des installations en fondant beaucoup d'espoir sur la recherche agronomique. Le résultat qu'on peut atteindre au bout de 10 ans, eh bien, nous pouvons désormais l'avoir au bout de 4 ans. Donc le cycle de recherche est abrégé. C'est certainement une expérience qu'il faut saluer, qu'il faut encourager et je souhaite qu'elle puisse s'étendre à d'autres centres de recherche. Même son de cloche chez le partenaire, le représentant du projet Alliance pour une révolution verte en Afrique, le docteur Aboubakar Touré. Notons que la réalisation de ce système a coûté plus de 191 millions de francs CFA, financé à hauteur de 143 millions de francs par le projet Alliance pour la révolution verte en Afrique. Le projet appuie également notre pays dans la formation et le perfectionnement des cadres dans le domaine de l'agriculture. De l'agriculture, nous passons à l'humanitaire. Le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fête ce mercredi 8 mai ses 150 ans d'action humanitaire. À cette occasion, la Croix-Rouge malienne a animé ce matin à son siège une conférence de presse sous le thème « La Croix-Rouge malienne face aux défis de l'heure, bilan et perspectives ». Nando Dambélé. Créé en 1863, le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a aujourd'hui 150 ans. Créée elle le 20 août 1965, la Croix-Rouge malienne boucle ses 48 ans. Que de chemin parcouru. Pour cette journée du 8 mai, l'occasion nous est donnée aujourd'hui de la célébrer avec les 187 sociétés nationales de par le monde et de marquer un siècle et demi d'action et d'engagement indéfectible pour fournir des services humanitaires appropriés aux populations les plus vulnérables de par le monde dans un contexte changeant. En 150 ans, la souffrance des populations, elle n'a pas diminué. Malgré le travail du mouvement, d'autres acteurs humanitaires, les crises continuent à survenir, les besoins continuent à surgir. La présente conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités programmées en prélude à la commémoration de ce 150e anniversaire. Un événement capital pour la Croix-Rouge malienne. Le Mali actuellement traverse en termes de population en vulnérabilité extrême. 150 ans, c'est
l'occasion encore une fois de magnifier le travail de l'ensemble de ce réseau de volontaires de la Croix-Rouge sur l'étendue du territoire malien. La projection sur l'aperçu général de la Croix-Rouge malienne et les réactions des journalistes ont permis d'apprécier le bilan, de mesurer les défis et de percevoir les perspectives de cette organisation. Les travaux du 3e conseil de direction des domaines et du cadastre ont pris fin hier à la dette publique. Les participants ont entre autres passé en revue la gestion foncière et analysé les difficultés du secteur. Les principales recommandations issues de la rencontre, c'est avec Abdraman Maïga. Instaurer un cadre d'échange avec les préfets et les gouverneurs autour des nouveaux textes domaniaux et fonciers et poursuivre l'instruction des dossiers de transformation des concessions rurales attribuées avant l'avènement de la nouvelle loi. Telles sont entre autres les recommandations issues de cette 3e assise du Conseil de direction des domaines et du cadastre. Cette rencontre de 2 jours a permis aux participants, composés des cadres de la direction et les acteurs intervenant dans le domaine du foncier, d'examiner l'état de la gestion foncière et d'analyser les recettes de 2012. Nous devons tous œuvrer pour augmenter la crédibilité des services des domaines et des agents des domaines, en adoptant des comportements exemplaires et en appliquant les textes de façon juste et équitable. Votre engagement augure d'un réel espoir pour l'atteinte des objectifs de recettes assignés aux services des domaines qui sont désormais de 94 milliards de francs CFA au titre de l'année 2013, contre une prévision de 88 milliards de francs CFA. La rencontre a également permis aux participants d'appréhender les difficultés qui entravent l'atteinte des objectifs assignés au département du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme. Ils sont par exemple le manque d'équipement et de matériel de bureau, le manque de formation des agents, l'insuffisance du personnel qualifié et l'absence de cabinets géomètres experts dans certaines localités du pays. Je vous exhorte, à travers la Direction nationale des domaines et du cadastre, à élaborer des propositions de stratégie, de mise en œuvre de chaque recommandation assortie de plans d'action. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rassurer que ces recommandations feront l'objet d'une attention particulière de ma part. Les recommandations retenues sont l'augmentation des prix de cession des terrains du domaine privé immobilier de l'État, la nécessité d'élaborer des procédures de recouvrement des recettes domaniales et l'implication de la Direction nationale du domaine et du cadastre dans les prises de décision des conseils d'administration des sociétés. Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement et le groupe Clédou ont signé cette semaine des contrats de concession de la forêt classée de la Faya et des réserves de faune du Soussan et Baoulé. Le groupe Clédou devient ainsi locataire de ces réserves où il pourra développer plusieurs activités, notamment l'écotourisme. Youssouf Diakité nous en parle. La lutte contre les effets des changements climatiques, la déforestation, de la menace de l'écosystème, de la dégradation avancée de nos sols, voilà les objectifs visés par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement à travers la signature de ces contrats avec son partenaire, le groupe Clédou. L'objectif recherché par les deux parties est de gagner le pari de la protection de notre cadre de vie, particulièrement les forêts classées de la Faya sur la route de Ségou. Le gouvernement du Mali a préconisé le partenariat public-privé dans le domaine du développement rural depuis la décennie 1990-2000. C'est d'ailleurs le premier axe stratégique de mise en œuvre de la politique forestière nationale. Aujourd'hui, la convergence de l'exploitation abusive des ressources forestières et fauniques et des menaces dues au changement climatique entraîne une pression sans précédent sur les ressources naturelles et accroît leur dégradation. Dans ces contrats, le groupe Clédou s'engage à mener plusieurs activités. Dès la signature de ce contrat, prendre toutes les dispositions qu'il faut pour le développement de tous ces espaces. Vous n'ignorez pas que déjà, nous avons commencé à développer déjà des élevages d'autruches. Nous faisons des élevages d'abeilles. Nous avons également des tortues.
Et je vous promets que d'ici les années à venir, beaucoup de choses vont se développer à travers cet espace pour lequel nous venons de signer aujourd'hui. Le directeur national des eaux et forêts estime que le salis des forêts et des aires protégées passe aujourd'hui par le renforcement du partenariat public-privé, car, précise-t-il, le ministère de l'Environnement ne dispose pas de ressources financières, humaines et matérielles suffisantes pour gérer durablement nos massifs forestiers. Solidarité en cette période difficile avec une remise de dons aux déplacés du Nord par l'Association malienne pour la culture et la solidarité et son partenaire l'ONG Kansuyu de la Turquie. Valeur du don 25 millions de francs CFA composés de produits alimentaires. Al-Jumatina. La solidarité à l'endroit de nos déplacés du Nord se manifeste de jour en jour. La dernière en date est la donation de produits alimentaires, à savoir du riz, du sucre, des pâtes et de l'huile à nos compatriotes. Ce don d'une valeur de 25 millions est un geste de l'Association malienne pour la culture et la solidarité MS et son partenaire à Kansuyu, une ONG islamique turque œuvrant dans le domaine humanitaire. Kansuyu fait aussi des puits sur tout le territoire africain, notamment aujourd'hui au Mali, environ 68 puits ont été inaugurés jusque maintenant. Il se trouve aussi que particulièrement lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des tremblements de terre ou des besoins d'urgence dans certains pays, Kansuyu se déplace justement dans ce cadre. Avec le problème de la crise du Nord, avec à notre secours, alhamdulillah, ils ont répondu à notre appel. Il seront environ 1000 personnes à bénéficier de cette aide. Les zones ciblées sont Bamako, Sikasso, Ségou et Mopti. Certes, le mais répond aussi aux soucis des plus hautes autorités. Je sais aujourd'hui la dimension des relations qui nous lient entre le peuple turc aujourd'hui. Depuis ces événements jusqu'à aujourd'hui, la est sans égal et ça continue encore. Une occasion pour moi vraiment de remercier le peuple turc pour tout ce que ce peuple a fait aujourd'hui. Et son père, l'ONG Kansuyu, d'autres donations s'effectueront dans les jours à venir. Merci de suivre, c'est avec plaisir que je vous retrouve demain soir pour d'autres informations.